Marion Rizzi, c'est un fils d'Italien et de Français de la région parisienne qui a toujours sa petite maison dans une montagne entre Gênes, Parme, qui ressemble étrangement à la Kabylie. Italien de cœur et de passion, français de 1789 et de politique et de laïcité, et fervent de voyage, de littérature, de rock'n'roll, enfin de plein de choses. Je suis un peu plusieurs personnes dans la même personne. Mais parmi Ouais. celles-là, il y a Hammamadou, il y a Mohamed Mario, titre qui m'a été donné après que j'ai failli mourir à cause d'un accident de chameau dans un car avec l'équipe de foot, le Shabab Riyadi Abeladi Telwed, dont j'étais le numéro 7. Et il s'est retourné, j'ai failli y rester. Et comme je suis réapparu 3 semaines plein de pansements pour défendre les couleurs de cette équipe d'Elwed, les Bortocali Calas et les Oranges et Noirs, et que j'ai marqué un but et que tout le monde croyait que j'étais mort, j'ai eu droit à une chanson accompagnée de Darbouka disant Hamma Mario, Hamma Mario. Donc, j'ai été naturalisé par le foot et le Sahara. Et déjà l'Algérie qui avait un petit peu ma faveur parce que mon papa, qui était chef de chantier, amenait à la maison de ses ouvriers qui étaient un peu seuls et ma maman leur faisait de la pasta et ils Mm. m'envoyaient des magnifiques cadeaux l'été avec des timbres de toutes les couleurs, de papier craft avec de la ficelle à l'intérieur. Il y avait des figues sèches. Donc pour moi, alors que c'était la guerre d'Algérie et que je commençais à me rendre compte de tout ce qui se passait, comment pourrais-je ne pas aimer le Maghreb, l'Algérie et tout? Mon papa, qui avait été envoyé faire le service militaire en Italie alors que son propre père, mon grand-père, était antifasciste, avait fui le Duce, il a été obligé donc d'aller faire son service parce que tous les Italiens, ça rappellera peut-être quelque chose aux Algériens, étaient considérés comme des ennemis, puisque l'Italie s'était adjointe au nazisme. Et donc, il a déserté, il est revenu, il a eu une vie aventureuse, on l'a envoyé au travail obligatoire, mais il a redéserté à nouveau. Puis il a aidé sa famille et son quartier à vivre. Il partait à vélo avec du sucre et il échangeait avec du beurre en Normandie au milieu des fusillades et tout. Donc c'était un héros, mais un héros anti-héros. Et donc forcément, il s'est mis à travailler lorsqu'il a rencontré ma maman, qui était une Française, fille de cousette, de mère et grand-mère qui faisait de la couture. Les yeux que j'ai ouverts, c'était sur un campement marocain avec des exilés du Pas-de-Calais et puis de la Normandie et des Yougoslaves. Mon père a voulu travailler dur. Il est devenu chef de chantier dans l'isolation thermique et il a fait les chantiers navals. Alors, j'ai fait mes premiers pas à Marseille, puis on s'est retrouvé à Dunkerque, puis on s'est retrouvé à Pornichet, puis on s'est retrouvé et dans le Jura à 7 ans. Et donc, j'étais qu'en volant. J'étais une espèce d'étranger partout, avec deux patries, quoi. La France où Mm. j'étais né, mais surtout l'Italie imaginaire de mon papa qui me racontait des histoires de footballeurs qui volaient, qui marchaient sur l'eau, de héros et tout. Et donc tout ça fait que j'ai toujours été allocentriste. C'est-à-dire que les bouquins, c'est Dostoïevski, Henri Miller, Kateb Yassine, tout ce qui est étranger, parce que j'étais pas tout à fait français, j'étais assez malin, intelligent et sympa et bon au foot pour me faire accepter, mais j'ai toujours eu une tendresse pour ceux d'ailleurs. Alors, quand mon papa a amené à la maison, maman était une excellente cuisinière. Elle faisait la nourriture au directeur de Paris qui venait de temps en temps, mais aussi aux ouvriers de mon père qui étaient un peu seuls, parce que lui, il savait ce que c'était d'être en déplacement, d'être dans un garni et tout ça. Et donc, c'est là que j'ai vu apparaître Ramouni, Saïd. Je suis assez ému, je suis désolé, mais ces gens Ouais. avec la barbe râpeuse qui n'osaient pas parler parce qu'il y a le FLN qui faisait du forcing pour les faire Mm. payer. J'ai appris tout ça par la suite, quoi. J'étais avec ma maman qui faisait les enveloppes de la paye. Moi, je Non. copiais les Mm. noms et je tombais sur Saïd, sur Ben Maklouf, sur Petezik, sur Lopez, et donc tout ce lien avec le monde ouvrier et le monde des chantiers où les gens ne s'aimaient pas tous, mais quand même, ils travaillaient dur, ils étaient dépendants les uns des autres. Ça a fait naître
l'œuf de la politique de gauche à fond la caisse, et ça a fait naître cette curiosité, cet amour, cette sympathie et cette empathie pour l'Algérie, d'autant plus qu'après, j'ai lu plein de choses et que c'était l'époque de l'OAS, c'était l'époque quand j'avais 12 ans, donc c'était l'époque, je commençais déjà à être en sixième à réfléchir, et je suis tombé sur un bouquin extraordinaire d'Yves Courrière, La guerre d'Algérie en quatre épisodes. Cet homme qui était un Français de là-bas et qui a réussi quand même un bouquin, je ne sais pas ce que les spécialistes en pensent, mais ni le FLN, ni l'OAS, ni personne ne lui est tombé dessus, alors que presque en direct, il a raconté des choses qui ne sont pas toutes très racontables d'un côté comme de l'autre. Alors, voilà le début de ma passion al-Jaziri. Quel est ton premier contact avec l'Algérie, là pour le coup le territoire algérien? Monji, qui était tunisien, qui habitait Carthage. Alors moi, fils des Romains, je rencontre au bistrot, au café universitaire de Besançon, Monji, qui était un petit bonhomme malicieux. Il était responsable du magasin Mammouth, mais il était venu comme instituteur depuis la Tunisie dans les années 60. Il m'a raconté les histoires de Jaha. Alors, Jaha, il a dit dans tout l'Orient, c'est un petit bonhomme, on ne sait pas s'il est fou ou s'il est intelligent. Malin, rusé, voilà, c'est ça. Et puis de fil en aiguille, Massini, ça. Tous les soirs au café, j'étais avec lui, puis il me racontait, puis il me dit, mais pourquoi tu ne vas pas voir mon papa? J'ai dit, je veux bien voir ton papa. Il est où? Il est imam à Carthage, dans le petit village qui est juste derrière Carthage. Alors évidemment, moi, avec mon cerveau de pré-écrivain, Carthage, Rome, Hannibal et compagnie, les guerres puniques et tout. Et il me dit, mais c'est pas dur. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu reviens d'Angleterre, tu joues plus au foot, tu fais même plus tes études, tu es toujours en train d'écrire, de raconter des bêtises, tu es en train de te noyer et tout. Pourquoi tu vas pas? On a besoin de gens chez nous. Chez nous, on a vu des Français pas très gentils et des Italiens pas très gentils. Pourquoi est-ce que tu vas pas là-bas? Peut-être qu'ils ont besoin de profs puisque tu as une licence. Mon amie, la première femme de ma vie, on part tous les deux, on vend toutes nos affaires, on travaille en Suisse pour gagner quelques sous pour payer le voyage et on décide de trouver un travail au Maghreb, soit la Tunisie, soit l'Algérie, soit le Maroc. En Tunisie, il y avait Monji et nous voilà adoptés. Alors, quand on dit imam, ceux qui sont anti-musulmans, c'était une famille avec plein de gosses, on jouait au foot, lui, il s'occupait de la propreté puis de faire l'appel du matin. Mais enfin, c'était plutôt un camp de concentration du bonheur que d'autres choses. Et donc, on y va. Je fais des démarches pour trouver un boulot de prof, mais en Tunisie, c'était très bloqué par l'Alliance française, par du népotisme, enfin bref, ça n'a pas l'air facile. On va chez les amis suivants qui habitaient à Azazga, à Zougen, donc en Kabylie. C'est par chez moi, tu sais, j'y étais il n'y a pas longtemps. Il y a Tangout à côté, les Béliéni, tout, après Tixem, Tixir, tout ça, les Rougets, c'était extraordinaire. Les amis étaient des médecins. Jean-Luc Rome, qui était médecin coopérant, et donc ils nous reçoivent pendant un mois et demi, et je vais avenue de Pékin au ministère, et ma compagne était plus fatiguée que moi. Moi, je dis, on trouvera, on est parti, on a vendu tout ce qu'on avait. C'est comme le Far West, il fallait vraiment qu'on réussisse, quoi. En autobus. Alors là, la découverte de votre pays, mais arriver au front de mer à Alger, à la pêcherie, je ne sais pas quoi, où il y a la station de bus, je ne sais pas si c'est toujours pareil, je ne pense pas, ça a dû changer. Si, ça s'appelle toujours la pêcherie et Tafoura. Et donc, alors j'arrive, alors évidemment, Marie était complètement crevée, elle se met dans la salle d'attente, moi je monte à la Casbah, je cours partout, je vais devant l'hôtel Aletti, toujours. Il n'y avait pas de téléphone, rien du tout, mais c'était par les yeux, les oreilles et tout. Je m'assois sur un café qui donnait sur la mer, donc sur l'endroit d'où je venais, en sachant que ma compagne est en train de dormir en sécurité dans le coin et tout. Et il y a un monsieur, un vieux monsieur, non, il avait peut-être 50 ans, moi j'en avais 25, hein, et il s'approche de moi, puis il me dit, vous êtes nouveau à Alger? Je lui dis, on vient d'arriver, puis je suis en train d'essayer de trouver un boulot de prof, je veux à tout prix, il y avait les pieds noirs, moi je veux être un pied rouge, ils ont tout cassé, moi je veux faire partie de ceux qui sèment la fraternité. Il se tourne vers moi avec une immense nostalgie, il me paye un petit café, puis il dit, c'est votre premier jour ici, et il se met à me dire, quelle tristesse, moi j'ai participé à la libération de mon pays un petit peu, quoi.
Mais Ouais. pourquoi on s'est haï tant? Mais qu'est-ce que c'était bien, tous ces gens que j'ai bien aimés. Enfin, c'était en 76. On s'en va, le bus part, et là, on s'enfonce dans la nuit. On monte après avoir longé un petit peu, passé pas loin de Dar el Beida, et puis là, on développait. Alors, Marie, c'est Marie, quoi. Elle s'est endormie, elle s'est dit, je suis crevé, tu me diras quand on arrive, donc c'est quand même à 650 km plus loin. Et là, on s'arrête après être passé après Bouira, je crois, on s'arrête, puis on commence à descendre vers le plateau qui se dessèche de plus en plus. C'était la nuit, on s'arrête, et puis je descends et je sens l'odeur. Alors, une petite cabane, une baraque, quoi, avec du thé, et l'odeur du sable, l'immensité et tout. Le jour se lève, des oasis avec des petits lieux, mais partout, des gens qui sortent de partout. C'est pas le désert, c'est incroyable le nombre de personnes qu'il y a et tout. Puis les coupoles qui arrivent les unes après les autres, puis le bus qui arrive. On descend nos sacs en face de la Porte Bleue. Alors, la Porte Bleue, c'était une maison de rencontre. Ça, je l'ai su qu'après. Alors, des paysés très impressionnant, le bruit des voisines, le fait de rentrer dans une autre culture, dans une autre religion. Alors après la porte, et puis on marche, c'était très loin entre le centre-ville, c'est peut-être 3-4 km dans le sable, crevé et tout. On monte les charrettes de gypse, on croise des gens bien sûr habillés avec des chaises, des trucs comme ça. Et puis on finit par arriver dans l'endroit où l'année d'après, on trouvera un boulot de prof, moi et elle, et où, je le raconte dans la ville aux mille coupoles, je mets en un récit d'une journée tous les gens que j'ai rencontrés. Et là, c'est le temps des origines, c'est le temps du prophète, c'est des gens qui sont habillés avec leur houli, c'est l'habit traditionnel noir du Yémen, et à côté des jeunes filles, parce qu'à l'époque, c'était peut-être la période la plus heureuse où la mixité existait, où il y avait la mémoire des horreurs qui s'en allaient, où il y avait une espèce de spontanéité, de générosité, des filles presque en mini-jupe côte à côte avec une espèce d'enthousiasme parmi mes élèves. J'étais prof en seconde et en première, et après en terminale l'année suivante, mais c'était étonnant parce que Elwed était un gigantesque oasis fait de l'extrême modernité avec des pharmaciens, des intellectuels, des commissaires qui venaient souvent du nord de l'Algérie, et à côté des gens qui vivaient, mais dans les images du film, on voit des nains avec 100 jambes. Enfin, on a l'impression que c'est des images qui datent de 700 ou de 750. Et à côté, une modernité incroyable, quoi. Avec ma copine, on n'avait pas de voiture. Et des voitures, des voitures là, c'était les Algériens qui venaient avec des voitures en place. Mais alors, des coopérants, moi, j'ai refusé d'être coopérant, hein, parce que coopérant, tu gagnes 3 fois plus qu'un type du coin. Je suis resté contrat local pour être à égalité avec mes collègues profs algériens. Ce n'était pas égalité, c'était un quotient de 1,4. Enfin, lorsque le consul m'a dit, mais vous êtes là, vous pouvez rester, si vous voulez, j'interviens, j'ai refusé pour ne pas être dans la position postcoloniale. J'ai appris les mots thoum, loubia, tous les mots d'arabe avec Ali Dendouche, qu'on voit, c'était l'épicier, parce que c'était un des nombreux épiciers. Puis il m'a dit, tu veux apprendre L'arabe. eh bien, t'as qu'à servir à ma place. Alors, les coopérants qui étaient là depuis 10 ans, ils arrivent et c'est moi qui leur donnais les. Voilà, bref, vous voyez, une espèce d'original. Donc, c'est vrai que j'ai pu rentrer dans la Médida, parce que j'ai appris à raconter les histoires de manière orientale, par spirale. Et en fait, les gens m'aimaient bien, savaient qui j'étais. J'étais le footballeur, j'étais le prof différent. J'étais donc, quelque part, on m'a pas donné l'autorisation. On m'a laissé me promener librement dans ces endroits-là, comme je le faisais très, très souvent, quoi. Et l'Eloued de l'époque, tu y es retourné d'ailleurs depuis? Tu as eu J'y suis l'occasion de retourné revenir? en 82, pardon, et depuis, ben, avec les événements qu'il y a eu et tout ça, c'était pas très prudent, et surtout, il y a plein de familles, celle de mon grand ami, qui était mon voisin, et tout, Abdelmojid Boussadi, qui est transformé en Abou dans mon récit. Et puis tous les gens que j'ai rencontrés, les copains footballeurs, tout le monde voulait m'héberger à la maison. Et c'est vrai que dans le Sud, étant donné que c'est des musulmans sincères et profonds de longue date, ils ont très mal reçu
les hystériques qui voulaient leur faire la leçon, dont certains étaient des petits instits qui buvaient, qui faisaient des bêtises le coup d'avant et qui se sont refait une virginité. Et puis, je voulais surtout pas les mettre dans l'embarras. Donc, j'ai pas pu y retourner. Et là, je suis en contact avec Hassen, un type qui est devenu maintenant docteur en anglais. Et mon amie Marie était à Elwed pour voir ses copines et ses copains il y a 2 ans, et on a fait une émission en direct sur Radio Sud Besançon en Ah, duplex. génial. Donc, vous voyez, l'ombilic, le truc nourricier, il continue de se reproduire, de tendre des perches et tout ça. Tu évoquais ta carrière de jeune footballeur qui te retrouve à Elwed également. C'est une manière de connaître un pays que de jouer avec les gens. Évidemment, vent de sable, accident avec les ennemis des Aurès. Moi, j'étais un mangeur de churchmen, j'étais un mangeur de lézards. J'ai joué à Emrayer ou je sais pas, quelque part, je me rappelle mal du nom. C'était dans les premiers contreforts des Aurès. Ça faisait quand même 580 km. Alors, on partait soit avec des Peugeot 12 dedans, soit avec le cas. Là, c'était le cas. Il y avait l'équipe junior qui était avec nous. On fait 150 km. Comme toujours, on s'arrête à mi-chemin de Biskra pour prendre un thé. Pour un thé, on remonte. Je prends mon France Football qui datait d'une semaine. Le type à côté de moi se s'ouvre une cigarette et puis le conducteur voit deux jumelles de deux chameaux qui arrivent en face. Il avait une cachabilla. Il sort le bras pour remettre la main sur le volant. Il fait un faux mouvement. Il plante la roue dans le sable. On bascule, on se retrouve sur le toit. Moi, la main explosée, côte cassée, nez cassé. Je saute dehors. Je fais du stop avec la première voiture. Je me retrouve à Biskra et tout le monde pensait que j'étais mort parce que il regardait sous le car, il manquait que moi. Donc la légende a couru que Mario, le prof, était mort. Et là, j'aurais pas dû jouer parce que j'étais blessé. J'ai dit, moi, Allah ou pas Allah, pour me prouver que je peux pas jouer, pour que je peux pas jouer. Il y a Boumedienne qui décède juste le même jour. Et mes amis insolents, je n'ose pas le dire, quoi, mais ils me disent, t'as vu qu'Allah, il existe, parce qu'il a à choisir entre toi et Boumedienne, et toi, tu es toujours vivant. Quand je te dis l'humour caustique de nos compatriotes, de ce que tu pressens à ce moment-là, une ambiance dans la rue différente, quelque chose qui est en train de changer. Les gens, au bout d'un moment, ils m'ont senti plus italien que français, ce qui était plus commode pour tout le monde, puisque tout le monde le sait, l'Italie, c'est un peu, pour les gens du Maghreb, c'est un endroit un peu spécial par rapport aux autres pays européens. Et donc, quelque part, c'était un plus pour moi. Mais dans ma classe, la seconde, je l'ai eu 2 années de suite, cette classe, en seconde et en première. Il y avait un cinquième d'enfants de richissimes. L'une des filles d'Amine Mary était là, donc compagnon de Boumedienne et riche, très très riche, commerçant international. La grosse majorité, c'était des gamins qui comprenaient 90% du français comme l'arabe ou comme le dialectal, mais qui le maîtrisaient très mal par écrit. Donc, quand on est prof, on ne fait pas que de l'oral, il y a de l'écrit. Et donc, ils étaient compréhension 4 sur 5 et écriture 1 sur 5. Quoi. Et après, il y avait ceux qui sont devenus les activistes du FIS, du GIA, qui étaient dans les matières scientifiques et qui étaient habillés en cachabia, qui venaient apprendre la langue de l'ennemi, carrément. Dans ma classe, j'ai été obligé de refaire tout le programme, il n'y avait pas de programme tout fait. J'ai inventé un truc qui est digne de Libres Enfants de Summerhill, c'est que j'ai donné une note de base à chacun d'entre eux et j'ai noté les progrès qu'ils faisaient, ce qui faisait que la fille de riche, elle se retrouvait derrière l'arabe qui parlait mal. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'il y a la guerre des 6 jours. Les profs coopérants irakiens, syriens étaient nombreux, et les élèves se retrouvent avec un événement aussi horrible que le destin tragique des Palestiniens, avec des profs du Mashrek qui les poussent à la haine contre les Juifs, contre les Roumis, contre tout le monde, et de l'autre côté, nous qui restons neutres tout en étant pour la plupart pour la Palestine, mais on est à l'étranger, on ne peut pas se mettre à faire des discours, je ne sais pas quoi. Et là, je sens que dans ma classe, faite de ces 3 tiers-là,
ça tourne mal, ça commence à être vraiment Mm. de la haine, lancer des cris pour aller faire la guerre, la djihad contre les Juifs. Et au bout d'un moment, je me dresse, puis je dis, mais vous vous rendez compte que pour des Hongrois ou pour des Scandinaves, les Juifs et vous, vous avez la même tête, le même physique, la même gueule, la même couleur de peau, et que là, il y a des profs de l'autre côté qui sont en train de vous inciter à aller tuer des inconnus de je ne sais pas quoi. Prenez un peu de modération, soutenez les gens. Et bon, je ne suis pas comme ça, quoi. Et là, il y a un silence terrible. Tout le monde parce qu'ils m'aimaient bien, ils ont vu que, bon, mais ils étaient gênés, ils se sont dit, là, j'aurais pu me faire foutre dehors, hein, quand même, parce Oui, que c'est clair. on venait un petit peu. Oui, il aurait pu t'arriver même des soucis Ouais. plus. Et là, vous savez ce qui s'est passé? Alors, j'enjolive forcément. Mon souvenir, parce que je suis plein de générosité, je ne sais pas quoi, puis. Oui, tu Mais l'as gardé. c'était Tu l'as vrai. gardé. Il y a Ouais. le chef, un petit peu, là, le leader, le caïd des scientifiques qui étaient langue arabe, tradition et tout ça, s'approche de moi quand tout le monde est parti et il me dit, Monsieur, je peux vous dire quelque chose? Je dis oui. Eh bien, écoutez, vous avez eu une colère sainte. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez dire chez deux. Alors, euh, j'ai dit oui, mais je sais, si tu arrives à me convaincre de prononcer ça, tu vas avoir une part du paradis parce qu'il était un peu surpris de ma connaissance du dossier. Mais non, j'ai vu, non, non, on vous aime bien. Tout. Donc, et je suis persuadé que ceux-là, ils ont fait partie du fils, ils ont fait des attentats et tout. C'était donc en 79. Donc, ça veut dire que. Et j'ai eu des nouvelles. Le type que j'aimais bien, qui s'appelait Abdelkrim, qui jouait arrière central de l'équipe, qui m'a invité à un enterrement, à un mariage. On était vraiment très amis. Il est parti mourir du côté du Sahara occidental, je ne sais pas quoi. Donc moi, je me suis retrouvé à un moment idyllique dans le sud de l'Algérie où il n'y a eu qu'un seul ou deux fêtes de guerre pendant la guerre d'Algérie. Il y a eu un attentat près d'un car. D'ailleurs, on m'a dit au bout de la 10e fois, regarde Mario, on ne voulait pas te le dire, mais le car, là, c'est un truc, il y a des gens qui ont été et tout. Ce que j'ai pris pour un acte de confiance. Je pars le matin de notre petite villa pour aller donner un cours. Je monte derrière l'alignement des petites maisons qui étaient habitées par les Égyptiens, les Mosri. Montant l'après-Mosri, là, je tombe sur un monsieur tout seul en djellaba qui se promène, qui m'avait repéré, parce que tous les 3-4 fois par semaine, je passais par là. Et il s'arrête, il regarde en haut, il regarde en bas, il me regarde moi, puis il tend la main. Puis il y avait un pas qui était en train d'être recouvert par le sable. Puis il dit, le vent ou l'homme, qui est-ce qui va gagner? La philosophie, dans ces endroits de montagne, de mer ou de sable, elle est vécue, elle est tangible, elle est perceptible. Enfin, on peut la partager sans parler la même langue, quoi. Et ça m'a amené à vivre l'une des expériences les plus bouleversantes que j'ai vécues comme ça. C'est un des joueurs de l'équipe, Abdelhafiz, c'était un athlète filiforme. On s'entraînait dans les dunes pour monter au-dessus des dunes. Il arrivait 300 mètres avant nous. Il avait une foulée surnaturelle, léger, puissant. Il Tout. volait. Non, incroyable. Alors, il jouait arrière central, il traversait le terrain sans s'en rendre compte. Alors, il m'aimait bien, je lui disais, pense à nous. Et je ne sais pas pourquoi, il m'aime bien. Et il dit à un de mes partenaires, essaie de l'amener chez moi. On habite, c'était un semi-bédouin. Donc, il faut savoir qu'avant, les gens ne s'arrêtaient jamais. Mais là, dans ces oasis-là, ils s'arrêtaient à la mauvaise saison, ils vivaient un moment, puis ils repartaient. Et il me présente donc son oncle, son cousin, je ne sais pas, qui était le cadi du Riha, c'était le juge du vent. Bon, tu te rends compte un peu, tu arrives quelque part, tu joues au foot, puis il te présente le juge du vent. Ouais. Bon, tu vois, et puis j'ai les grands yeux comme ça, cet homme avec la peau très noire, le vin et puis qui parlait, on me traduisait, et on s'approche d'une palmeraie qui faisait moins 1 kilomètre de tour, enfin 800 mètres comme ça, qui était un petit peu en dévers. Et il dit un truc, et je dis qu'est-ce qu'il dit, ton cousin ou ton oncle? Il dit lorsqu'on ne peut pas se battre contre la nature, il faut se servir d'elle. Et il prend un bout, je ne sais pas plus si c'était un bout de papier, de chiffon, je ne sais pas quoi,
il attire mon attention avec une grâce digne de la Bible ou de l'Ancien Testament. Il jette l'objet, je crois que c'était peut-être un chiffon très léger, le vent l'attire, il fait 300 mètres, 400 mètres, il fait le tour complet et il est éjecté à 280 degrés de l'autre côté. Et puis, il montre du doigt, il y avait des palmes séchées qui étaient tout au-dessus, qui protégeaient la différence du vent, et il dit, lui, mon oncle, il décide de l'endroit où la palmeraie des enfants et des petits-enfants peuvent être installés sans que ça enterre le passé de ceux d'avant. Je ne sais pas ce qu'on peut dire, quoi. Quand mon père et ma mère sont venus me voir, j'ai cherché un Darrenbeida, est tombé en panne en plein milieu du désert, parce que la voiture était vieille, elle s'est à moitié défoncée, les amortisseurs. On s'est arrêté, et j'ai trouvé, c'était un vendredi, donc c'était dimanche, quand il n'y avait personne. Ouais, il n'y avait rien. Et là, je trouve quand même quelqu'un qui appelle quelqu'un, qui appelle quelqu'un, qui appelle le garagiste. Alors, il répare. Alors, avec ma mère, elle était émerveillée, elle était contente comme tout. Mon père, il avait quand même des trucs difficiles, c'est pas qu'il était très inquiet. Mais après, il y a le garagiste qui dit ça y est, vous pouvez repartir. Mais je vous le dis tout de suite, sur les 6 boulons qu'il y avait sur la pièce d'à côté, j'en ai pris 2 parce qu'ici, on n'a pas de matériel et tout. J'ai dit, mais je risque rien. Elle dit non, mais c'est ça la solidarité. J'ai passé 5 fois 3 mois en Italie pour écrire un bouquin récemment. Chez mes cousins de la montagne et tout ça, il y a le souvenir de la misère, de la faim et des douleurs. Et que les peuples qui ont oublié ce que c'était les guerres, l'aléatoire, et c'est hélas le cas de la plupart des gens en France et dans les pays riches, ils perdent quelque chose. Et moi, ce que je trouve chez les Algériens, les Tunisiens, les Iraniens, les gens que je rencontre comme ça, on a ça en commun, c'est-à-dire qu'on va tuer quelqu'un, mais on lui donne à bouffer avant, quoi. Je rentre donc en France, je suis éducateur, puis après je passe un concours de directeur de maison de jeunes et de la culture que j'ai, je me retrouve à Rennes, on se sépare avec ma copine, et je reviens à Besançon, où je suis directeur des MJC, et là, réapparition de l'Algérie dans ma vie, parce que dans la MJC, il y a quelques socialistes, humanistes, mais pas trop d'arabes dans le coin, qui sont au conseil d'administration. Et dans le quartier du Nord où il y a eu l'IP, où il y a eu tout ça, il y a un quartier pas difficile, mais avec des gens venus d'ailleurs. C'était l'horlogerie, pour que les gens qui ne connaissent pas, ce n'est pas la brasserie. Là, c'est Besançon, près de la frontière suisse. Et parce que là, c'est 100 000 personnes dans une ville de 100 000 habitants qui viennent du monde entier pour défendre les ouvriers de chez LIP, qui ont été ruinés par un patron qui a été joué au casino en Suisse, alors que c'était le top of the pops de la technologie et tout, un mouvement formidable d'autogestion. Ils prennent les outils de production, ils les placent chez les gens de la population qui continuent la production, qu'achètent les montres, enfin, un mouvement exceptionnel, quoi. Donc la politique me rattrape. Mais donc je me retrouve dans le bureau où étaient négociés les accords avec le gouvernement et tout, comme directeur de la MJC. Évidemment, population maghrébine, ouvrière, internationale autour. Et on décide de faire venir Rachid Taha et carte de séjour dans le conseil d'administration. Ils étaient tous de gauche, donc ils ont dit oui, mais c'était pas à gagner. Toujours aussi diplomate, je dis maintenant il y a une solution. On va pas faire un concert pour les populations algériennes, on va faire avec eux. On co-gère l'histoire. Alors là, les débats ont été houleux, mais j'ai gagné parce que enfin, je n'étais pas tout seul. Hein. Oui. Et là, on fait connaissance avec la famille Akkar, qui est très nombreuse, qui vient de Khenchla, donc des Aurès, souvent des harkis qui ont été entassés dans une cité épouvantable, pleine d'amiante. Et maintenant, si on faisait une étude d'épidémiologie, on s'apercevrait que pas mal d'entre eux sont décédés et qu'on ne cherche pas à savoir pourquoi. Parmi eux, il y a eu quelques criminels, il y a eu quelques personnages dangereux, dont celui qui a été condamné au plus de prison moderne. Donc, il y a toute cette... Alors, Akkar, c'est un nom qui fait peur, on dirait Drakkar, on dirait... Non, mais chez la population, l'habitude. Parmi eux, il y a quelqu'un que je te recommande publiquement, qui n'est pas Kamel, le président de l'association, frère de celui qui a créé Radio Sud, mais qui s'appelle Amor Akkar, qui est un cinéaste qui a fait 6 longs métrages, qui a eu des prix à Locarno,
qui est quelqu'un D'accord. d'exceptionnel, vraiment un type qui est beau, qui est intense, qui galère, qui fait ses films à la force du poignet et qui est à la hauteur de certains cinéastes italiens dans le cinéma réaliste. Je le dis, tout cœur, c'est un ami et tout. Il a écrit un truc qui s'appelle La Maison Jaune. Quand vous allez le voir, vous allez tomber raide. C'est l'histoire d'un type des Aurès qui apprend la mort de son père et qui ramène le corps dans le village de départ et qui traverse l'Algérie en fureur des années 90 et qui finissent par repeindre la maison de la maman en jaune parce qu'elle n'a plus d'électricité. C'est fantastique. Donc, je rencontre lui, Lazare qui est médecin, l'autre qui est avocat, puis Miloud qui a été footballeur professionnel. On a fait un deuxième concert pour sauver Radio Sud, parce que Radio Sud, cette radio associative, n'a pas beaucoup de moyens. Et on a réussi l'exploit. Imaginez-vous qu'il y avait les Beatles et les Rolling Stones de Besançon. C'était Didi and the Hot Dogs et Dr. Fox. Ils ont joué tous ensemble, dans un seul groupe, et on a trouvé du fric pour les sauver. Donc, ma vie rebondit régulièrement à travers l'Algérie, quoi. Et ça a continué après. Et après, j'ai donné des cours au Centre de linguistique appliquée de Besançon, c'est le plus grand endroit pour enseigner le français langue étrangère. L'impératrice de Japon, a étudié pendant un an. Il y a des tas d'enfants de riches africains qui viennent. Ils ont créé des méthodes audiovisuelles étonnantes dans le monde entier. Et tous les étés, il y a un stage juillet-août avec des profs qui viennent de 90 pays du monde entier qui enseignent le français. Ils ont des modules qu'on leur propose. Moi, j'en faisais un PAO et journalisme. Donc, on crée un journal en mettant. Et en 91, je crois, arrive un groupe exclusivement d'Algériens avec une fille qui avait un voile, qui avait un truc, avec des Algériens typiques profs de français, donc qui sont entre les deux, et un qui était carrément le frère d'un type qui est très connu, qui avait une galerie d'art à Alger, qui était là. Donc le groupe, alors c'était homogène. D'habitude, j'avais des Swahili, des Australiens, des Italiens. Là, que des Algériens et un Canadien. Et là, lorsqu'ils sont en stage pendant ces 15 jours-là, ils apprennent que tous les profs de français algériens sont condamnés à mort. C'était en Algérie, tous ceux qui compatissaient, qui traitaient avec le tout. Donc, ils apprennent ça pendant notre stage. Et on était en train de choisir le chemin de fer, le contenu, parce que chacun partait à la recherche d'un reportage, le mettait en forme, on choisissait la hiérarchie, les titres, tous ensemble. On faisait une communauté créatrice d'un journal qu'on vendait 0,50 centimes, toute la démarche, quoi. Et là, il y en a qui dit, non, mais moi, j'ai été faire un truc pour regarder la qualité du café du côté de la place du marché à Besançon. Je ne veux pas parler de ça. Moi, je vais parler de ce qui se passe dans mon pays. Et j'ai dit, mais attendez, allez pas. Ça a beau être un petit truc qui va être tiré à 200 exemplaires dans une université, ça reste écrit. Il y a certainement quelqu'un qui nous surveille là, parce que, je sais pas quoi, vous n'allez pas faire ça. Et ils se dressent, ils disent, quoi, toi, tu représentes un pays où il y a la liberté de la presse et tout. Ah ouais, c'était terrible, quoi. Vous les protégez, voilà. C'est vrai que Et vous savez comment il s'appelait, je l'ai gardé, le truc. Ça s'appelait Les Serviettes Noires. Christian Lavenne, qui était l'idéateur, le créateur de cette espèce de communauté multi-internationale en français langue étrangère, je lui ai dit, ben là, voilà, j'ai ce problème-là, quoi. Alors, qu'est-ce que je fais? Il m'a dit, je vais les rencontrer. Il aurait bien dit le cadre. Moi, j'aurais répété les lois de la presse. Il y a 10 choses qu'on ne peut pas faire. C'est inciter à la ségrégation, c'est de relever des secrets d'État. Je vous les donne. Si vous estimez que vous êtes dans le cadre, je ne peux pas vous dire qu'il y a la liberté de la presse et d'expression qui vous empêche de le faire, quoi. Et on a sorti les Serviettes Noires. Donc après, le rebond, ça a été que dans mes bouquins, L'Émirat du tourbillon, premier bouquin en 86, c'est l'histoire d'une oasis imaginaire qui se passe dans un désert perdu avec les fils de l'ergue qui mettent fin à la civilisation de la ville. Parce que dans les légendes, c'était marqué qu'ils vont arriver du désert, donc ça, c'est très simple. Et puis, dans tous les romans, donc Castor Paradiso, un bouquin noir qui se passe à Besançon, l'héroïne s'appelle Samia Chérifi, et sa famille. Elles sont excellentes, les Samia. Sa famille est partie à Toulouse, s'étant un peu convertie, s'étant fait un petit peu radicalisée. Elle fuit, elle découvre Besançon. Et elle a un comportement, certains veulent la marier, certains veulent la camer, certains veulent la maquer, certains veulent la sauver. Et elle disparaît. Il y a un attentat qui a eu lieu pour de bon
au cinéma suite à la tentation du Christ de Scorsese, Mm, les mm. milieux intégristes, catho cette fois, sont intervenus et elle disparaît et la question c'est qu'est-ce qu'elle va devenir. Et ce personnage qui a été terriblement apprécié par les copines algériennes qui sont les petites filles qui étaient sur les marches quand on arrivait pour jouer au foot. Ouais, ouais. Et je salue Saba qui était là. C'est elle qui est la trésorière de Radio Sud qui m'a téléphoné pour me dire viens nous donner un coup de main il y a 3-4 ans et qui fait que je continue à créer des émissions et qui m'ont aidé. Enfin, ils sont adorables. Donc voilà, hop, l'ombilic qui rebondit. Et toi maintenant, hein, grâce à Chéri Founès. Ouais, oui, et comme une espèce de boucle qui est bouclée, et on va d'ailleurs saluer les amis de Radio Sud, parce que la radio va fêter cette année ses 40 ans. 40e anniversaire, ouais. Donc, Avec c'est vraiment la radio au sein de la cité, là, c'est vraiment là pour le coup le principe d'une radio au plus proche de ses auditeurs. On va saluer tous tes amis du côté d'Eloued, oui. nos amis aussi du côté de Besançon, la famille Accard, que j'aurai beaucoup de plaisir à rencontrer prochainement. Rappelez effectivement que je mettrai en synthé le site de Radio Sud pour qu'on puisse très régulièrement te suivre. Promis, dernière question, est-ce que tu as un livre en préparation? Quelles sont tes Alors, occupations? donc, d'abord, on dirait que ça a été fait exprès. La nouvelle dans la ville aux mille coupoles sort dans un recueil de nouvelles qui s'appelle Traité de savoir où il y a 8 textes courts, nouvelles et novellas, dont celle dont je parlais, qui était juste en tiré à part et qui était sur mon site. Donc, c'est chez Souffle Court, c'est Souffle Court éditeur. Il y a une biographie du grand footballeur bouddhiste Ballon d'Or, Roberto Baggio. Ça fait 20 ans que je travaille, une partie de moi travaille là-dessus, dans c'est l'ombilic Italie et football. Il y a un truc qui s'appelle La troublante croisière de Alois Parkinson, qui est un truc sur la mémoire. Et puis, bon, un certain nombre d'autres choses, dont Besançon, Ombre et Lumière. Je travaille avec un éditeur qui fait des super beaux livres qui s'appelle Sequoia. Et il m'a commandé un bouquin avec un texte original de tout mon amour pour Besançon, qui est parallèle à celui pour l'Algérie, l'Italie, le rock'n'roll et les livres. Qui sera illustré d'extraits de mes œuvres, ainsi de suite. Donc, puis il y a un film, 7 pièces de théâtre. Donc, je suis en train de me battre dans ma tête pour organiser tout ça. Bon courage. On va te souhaiter de continuer à te battre, à mener de jolis combats. Merci beaucoup. Grazie Tan. Tu veux bien dire? Grazie.